À l'anniversaire de ma mère, tout semblait normal. Puis ma fille de 10 ans m'a appelé au téléphone. Sors de là. Maintenant. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Sa voix tremblait. Sors de la maison. J'ai obéi. C'était la dernière fois que je mettais les pieds dans la maison de mes parents. 3 mois plus tard, ils me suppliaient de leur pardonner. Ce n'était pourtant qu'un simple anniversaire. Un anniversaire ordinaire, banal, le genre avec des serviettes en papier et des couleurs pastel. Ma mère avait préparé cette tarte aux fruits, celle qu'elle fait toujours quand elle veut avoir l'air de ne pas avoir fait d'efforts, tout en restant supérieure. Mon père racontait une de ses histoires habituelles, sur à quel point la vie était dure autrefois. Ma sœur Bianca avait apporté des ballons, et agissait comme si elle n'avait pas passé la matinée à crier sur ses enfants. En d'autres termes, tout semblait normal. Le genre de normalité, qu'on finit par ne plus remarquer quand on vit dedans. Mêmes odeurs. Même voix. Même rythme. Quelques rires. Quelques plaintes. Ma fille Freya avait disparu quelque part, pour jouer ou lire. Il y avait des cupcakes, du vin bon marché, une musique de fond. Pas de drame. Pas de cris. Pas de tension palpable dans l'air. Je ne réfléchissais même pas. J'existais simplement au milieu de tout ça, je flottais, gardant la tête basse et la bouche fermée, comme je m'étais entraîné à le faire. Garder une ambiance légère. Ne pas aborder les sujets difficiles. Sourire comme si on n'était pas fatigué. Jouer le jeu. En y repensant maintenant, j'ai envie de me secouer. Comment n'ai-je rien senti? Comment n'ai-je pas remarqué que quelque chose clochait? Mais non, je n'ai rien vu. Au contraire, je pensais peut-être que les choses commençaient à s'améliorer. Que nous avions tous trouvé une sorte de paix. Je me suis même surprise à sourire 1 ou 2 fois. Et puis mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti de ma poche, et j'ai cligné des yeux en regardant l'écran. Ma fille. Qui m'appelait. C'était étrange. D'habitude, elle venait simplement me trouver si elle avait besoin de quelque chose. J'ai regardé autour de moi. Je ne la voyais pas. Peut-être qu'elle était à l'étage, ou dans le jardin. J'ai répondu. Salut, qu'est-ce qui se passe? Sa voix m'a frappé comme un coup de poing. Sors de là. Maintenant. Je me suis immobilisé. La pièce ne s'est pas arrêtée, mais moi si, comme si l'air avait changé. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Sors juste de la maison. S'il te plaît. Tout de suite. Sa voix tremblait. Elle chuchotait. Elle avait l'air effrayée. Je me suis levé lentement. Mon esprit s'est d'abord vidé, puis a été envahi de pensées. Que se passe-t-il? Quelqu'un l'a-t-il blessée? Est-elle tombée? Y a-t-il quelqu'un dans la maison? Je n'ai pas posé d'autres questions. Je suis simplement sorti par la porte d'entrée. Sans un mot à personne. Sans un regard vers la table des encas, ou le sourire éclatant de ma mère. Sans même vérifier si j'avais mes chaussures. J'ai simplement avancé, comme si mon corps avait pris le contrôle. Comme si j'étais à l'extérieur de moi-même, en train de me regarder marcher. Quand je suis sorti, l'air était encore chaud. Les jardins sentaient l'herbe coupée, et un parfum bon marché. Et elle était là, debout près de l'allée, son sac à dos sur une épaule. Ses yeux se sont ancrés dans les miens. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas non plus. Pendant une seconde, mon cœur s'est arrêté. Il s'est réellement arrêté. Puis tout m'est revenu. Je me suis précipité vers elle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? On peut y aller? A-t-elle dit. Je ne veux pas parler ici. Monte juste dans la voiture. Je l'ai regardée. Ses mains, son visage, la façon dont elle serrait les bretelles de son sac. Elle n'était pas blessée, mais elle avait l'air vide. Est-ce que quelqu'un t'a crié dessus? Ai-je demandé. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Non, a-t-elle répondu. Pas exactement. Juste. S'il te plaît. Allons-y. J'ai hoché la tête. Ma voix ne fonctionnait plus.
Je me suis juste retourné, j'ai déverrouillé la voiture, et je suis monté. Nous sommes partis en silence. Pas vite. Pas de manière dramatique. Juste. Parti. Personne ne nous a vu partir. Ou s'ils l'ont fait, personne ne nous a arrêtés. Elle regardait par la fenêtre. Je gardais les mains serrées sur le volant. Mon cerveau essayait de combler des vides, que je n'avais pas. Avait-elle entendu quelque chose? Quelqu'un l'avait-il blessé? L'avait-on menacé? Était-ce un des autres enfants? Était-ce ma mère? Mon père? Tout était possible. Chaque idée était pire que la précédente. Je voulais en demander plus. Je ne l'ai pas fait. Nous nous sommes garés sur le parking d'une vieille jardinerie, à quelques pâtés de maison de là. C'était fermé. Calme. J'ai coupé le moteur. Je suis resté assise là. D'accord, ai-je finalement dit, doucement. Nous sommes seuls. Tu peux me le dire maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée. Ses mains étaient sur ses genoux. Elle regardait toujours droit devant elle. Après un moment, elle a dit, je ne veux pas y retourner. Pas chez mamie. Pas chez papy. Pas dans cette maison. Plus jamais. J'ai eu l'impression qu'on m'avait coupé le souffle. Sa voix n'était ni en colère, ni dramatique. Elle était neutre. Honnête. La façon dont on dit quelque chose, quand on a déjà pris sa décision, et qu'on l'a gardée en tête pendant des heures, avant de la dire à voix haute. Je ne comprends pas, ai-je dit doucement. Je pensais que tout allait bien. Que s'est-il passé? Elle a juste secoué la tête. S'il te plaît, ne me force pas à y retourner. Je suis resté assise là, à fixer le volant, essayant de faire en sorte que mon cerveau rattrape son retard, essayant de relier les points, alors que je n'avais même pas vu le tableau. Je ne le ferai pas, ai-je finalement dit. Je ne te ramènerai pas là-bas. Et ce fut tout. Elle n'a pas expliqué. Je n'ai pas insisté. Nous sommes juste restés assises en silence. Moi, me demandant comment j'avais pu manquer ce qu'elle avait vu. Elle, essayant tranquillement de se contenir, sur le siège passager. Je n'arrêtais pas de me repasser la journée dans la tête, rejouant tout. Chaque regard, chaque commentaire, chaque moment manqué. Et je n'avais rien. C'est ce qui m'effrayait le plus. Je ne l'ai pas vu venir. J'ai vécu dans cette maison. Je connaissais ces gens. Je pensais les connaître. Et elle avait vu quelque chose, qui lui avait donné envie de fuir. Et je n'oublierai jamais le son de sa voix au téléphone, comme si sa vie dépendait du fait de sortir, et la mienne aussi. Mais avant tout cela, il y a eu toute une vie qui nous a menés ici. J'étais l'aîné de 2 filles. On pourrait penser que cela confère de l'autorité, du leadership, peut-être même un peu de favoritisme. Pas dans ma famille. Dans ma famille, être l'aîné signifiait que vous étiez le cobaye. Voyons ce qui se passe si on fait ça, à cet enfant. Quand j'ai eu 15 ans et que j'ai trouvé un travail à la boulangerie du coin, mes parents ont applaudi, comme si je venais d'être anobli. Non pas parce qu'ils étaient fiers, mais parce que je pouvais maintenant aider à payer les factures. Nous contribuons tous dans cette maison, a dit ma mère, en balayant d'un geste mes protestations, alors que je voulais m'acheter un jean. À 16 ans, je donnais la moitié de mon salaire, et je faisais des gardes le week-end, que personne ne m'avait demandé de prendre. Je me disais que c'était noble, familial, peut-être même mature. Puis ma sœur a atteint le même âge. Pas de travail. Pas de pression. Aucune mention de contribution. Elle pouvait faire la grasse matinée, et aller au centre commercial avec ses amis, pendant que j'étais jusqu'au coude dans l'eau savonneuse et les heures supplémentaires. J'ai demandé une fois à ma mère, gentiment, pourquoi il en était ainsi. Elle n'est tout simplement pas faite comme toi, a-t-elle dit. Comme si j'étais un modèle d'usine, et que ma sœur était une poupée de porcelaine. Pourtant, j'ai tout encaissé. Je ne voulais pas être mesquine. Je ne voulais pas créer de problème. De plus, je m'en sortais bien. J'avais des projets. J'avais un avenir. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis marié jeune. Trop jeune, probablement. Mais je pensais être heureuse.
Mon mari Vincent était charmant, de cette manière un peu passive, qui vous fait penser qu'il est facile à vivre. Il ne l'était pas. Je travaillais. Beaucoup. J'avais un bon travail. Mieux que bon. De longues heures, un bon salaire, une solide réputation. Vincent travaillait à temps partiel. Il disait vouloir passer plus de temps avec Freya. Il disait que j'étais meilleur pour la carrière de toute façon. Et à l'époque, ça me convenait. Je ne le remettais pas en question. Je n'avais pas réalisé à quelle vitesse un déséquilibre peut commencer à sembler normal. Puis les choses ont changé. Progressivement, au début. Il est devenu irritable. Distant. Il s'emportait plus souvent. Sa présence a commencé à ressembler à de la marche sur du verre brisé. Rien de cassé encore, mais on le sentait dans ses pas. Et ça a débordé. Pas seulement avec moi. Avec notre fille aussi. Pas de coups, pas de bleus. Mais des cris. Des portes qui claquent. De longs silences. Des menaces, marmonnées juste assez bas pour être niées. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce fut la bouteille. Il l'a jetée à travers la pièce. Elle n'a touché personne. Ce n'était pas intentionnel, a-t-il dit. Mais notre fille était dans le couloir quand elle s'est brisée. Elle a sursauté si fort, qu'elle a laissé tomber la tasse qu'elle tenait. Et quelque chose en moi s'est fissuré. Je n'ai pas attendu de voir la suite. J'ai fait un sac. J'ai pris ma fille. Je suis parti. Je suis retourné au seul endroit dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin à nouveau. La maison. Sauf que ce n'était plus vraiment la maison. Mes parents nous ont accueillis, techniquement, mais il était clair dès le début que cela avait un coût. En revenant, j'ai renoncé à mon travail. Il n'y avait aucun moyen pour moi de maintenir ce rythme, en tant que mère célibataire. Pas avec les audiences au tribunal, la thérapie pour le traumatisme, les sorties d'école, et une enfant qui avait commencé à sursauter au moindre bruit soudain. Et dans mon domaine, les options à temps partiel sont aussi rares que les licornes. Je me suis contenté de quelque chose de flexible, et d'humiliant sous-payé. Assez pour survivre, pas assez pour vivre. Et certainement pas assez pour soutenir quelqu'un d'autre. Ce qui était un problème. Car pendant des années, j'avais été la poule aux œufs d'or. Quand je gagnais encore bien ma vie, j'envoyais de l'argent à mes parents tous les mois. Je couvrais les grosses factures, je m'occupais des petites sans qu'ils le demandent. J'ai même payé leurs vacances tout compris au Portugal, il y a 2 étés. Ils en parlent encore, comme si c'était le point culminant de leur vie. Alors, quand les chèques ont cessé d'arriver, leur style de vie en a pris un coup. Discrètement, mais de manière notable. Ils n'étaient pas contents. Pas ouvertement, mais dans les petites choses. La façon dont ma mère soupirait en regardant la note d'épicerie. La façon dont mon père mentionnait la facture d'eau 2 fois par semaine. La façon dont ils oubliaient soudainement de m'ajouter à la discussion de groupe familial. Et la maison était pleine à craquer. Ma sœur et son mari y vivaient aussi, avec leurs 2 bambins qui avaient l'énergie de ratons laveurs sous caféine, et aucun contrôle du volume. Ils vivaient là, pratiquement sans loyer. Mes parents les adoraient, les gardaient, s'en vantaient. Alors je me suis dit, d'accord, si elle peut rester ici avec son cirque, je peux rester aussi, non? Mais ça ne semblait pas juste. Dès le premier jour, j'ai remarqué le changement. Les dessins de ma fille ne restaient pas sur le frigo plus d'une journée. Son assiette était débarrassée avant qu'elle ait fini. Une fois, elle s'est fait gronder pour avoir trop parlé, alors qu'elle avait simplement ri devant un dessin animé. Il y avait des regards insistants. Pas de tout le monde. Mais assez. Elle l'a remarqué aussi. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Elle a cessé de passer du temps en bas. Elle s'est accrochée davantage à moi. Elle a demandé si nous pouvions bientôt avoir notre propre logement. Et je lui ai dit que nous en aurions un, que c'était juste temporaire, que la famille était censée aider. Je le croyais vraiment, jusqu'au jour où elle m'a appelé, et m'a dit de sortir de la maison. Nous étions assises dans la voiture, garée sous un petit arbre triste, sur un parking tranquille. Mes mains étaient sur le volant, mais je n'allais nulle part. J'ai finalement parlé. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Elle n'a pas hésité.
pas cette fois. Mamie, papy et tati, ils ne veulent pas de moi là-bas, a-t-elle dit. Ils parlaient. J'étais dans la salle de bain. Ils ne savaient pas que je pouvais entendre. J'ai regardé droit devant moi. Je les laissais parler. Ils ont dit qu'ils allaient me renvoyer chez papa. Que je serais mieux là-bas. Qu'il prépare quelque chose. Elle a dit cela comme si c'était juste une information. La météo. Le trafic. Rien de personnel. Je ne veux pas y aller, a-t-elle ajouté, en regardant toujours droit devant elle. Je ne veux pas être près de lui. Je n'ai rien dit. Elle avait surpris un plan, visant à la rendre à l'homme dont je l'avais éloigné, et je n'avais rien vu. Quand j'étais enfant, je pensais que la trahison serait plus bruyante, comme quelqu'un qui crierait de surprise avec un couteau à la main. En réalité, c'était plus silencieux. Parfois, ça se cachait derrière les carreaux de la salle de bain, et ça murmurait à travers des murs fins. Parfois, c'était chuchoté par les personnes qui vous ont élevé. Je les regardais. Ils ont dit quoi? Elle n'a pas cligné des yeux. Ils prévoient de faire en sorte que tu me perdes. Ils parlaient dans la cuisine. J'étais dans la salle de bain. Ils ne le savaient pas. J'ai attendu. Préparé au pire. Ils ont dit que tu perdrais la garde de toute façon, qu'ils pourraient accélérer les choses, que papa s'occuperait mieux de moi, et que si je retournais avec lui, alors tu reprendrais ton ancien travail, et que tu recommencerais à les aider. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ils ont dit que tu serais mieux comme ça. Elle a fait une pause. Ils ont dit qu'ils pourraient cacher quelque chose dans tes affaires. De la drogue, peut-être. Pour que ça ait l'air mauvais. Et ensuite, appeler les services sociaux. Silence. Ils veulent me piéger? Elle a juste hoché la tête. Ses lèvres étaient si serrées qu'elles étaient devenues blanches. Et tu en es sûr? Ils l'ont dit, maman. Ils ont tout dit. Que je suis trop. Que je n'arrête jamais de parler. Que la maison est pleine, et que c'était si bien avant. Ils ont dit que tu n'étais plus utile, et qu'il avait toujours été le meilleur parent. J'ai senti quelque chose basculer. Pas se briser. Pas se fracasser. Juste basculer. Alors, j'ai emballé ce que j'ai pu. Tes affaires aussi. Je suis parti. Je t'ai appelé. J'ai baissé les yeux vers son petit sac à dos, posé à ses pieds. Elle s'était souvenue de prendre mon chargeur. J'ai failli craquer, là, tout de suite. Au lieu de ça, j'ai tourné la clé, et j'ai conduit. Je ne suis pas retourné en arrière. Ni pour les vêtements, ni pour des réponses, ni même pour ma brosse à dents. J'ai conduit directement chez Chris. Chris et moi sommes amis depuis nos 10 ans. Jamais sortis ensemble, jamais essayé. Juste une de ces rares licornes humaines, un meilleur ami masculin platonique, qui est toujours là, reste discret, et a toujours du dentifrice en plus. Il a ouvert la porte, un café à la main, avec une seule chaussette. J'ai besoin de squatter ici, ai-je dit. Il m'a regardé, puis a regardé ma fille, et s'est écarté, sans poser de questions. C'est pour ça qu'il est toujours dans ma vie. Cette nuit-là, nous avons dormi sur son canapé. Freya blottie contre moi, trop silencieuse pour une enfant. J'ai fixé le plafond, comptant les rotations du ventilateur et essayant de ne pas crier. Mon téléphone a vibré 17 fois. Je ne l'ai pas regardé une seule fois. Le lendemain matin, j'ai essayé d'être normal. Je me suis brossé les cheveux, j'ai trouvé des chaussettes presque assorties, j'ai préparé le déjeuner de ma fille, et j'y ai ajouté une serviette, avec un mauvais gribouillage de chat. Je l'ai embrassée sur la joue et j'ai dit, « Tu es courageuse. » Elle a hoché la tête. Pas de sourire. Juste un courage solide. Nous avons marché jusqu'à l'école, et ils étaient là. Bien sûr qu'ils étaient là. Mes parents. Debout près du portail, comme la mafia, mais avec des sacs en toile et cette fausse tension polie, que les gens affichent quand ils sont sur le point de dire quelque chose d'horrible. Ma fille s'est figée. Ça va aller, ai-je dit. Va à l'intérieur. Je gère. Elle est partie en courant. J'ai fait face à l'ennemi. Où étiez-vous? A cinglé ma mère. Pas de bonjour. Pas de câlin. Pas d'excuses.
Je pense que vous le savez déjà, ai-je répondu. Nous avons appelé toute la nuit. Tu as disparu avec elle. C'était mon père. Il avait l'air plus offensé qu'inquiet. Je n'ai pas disparu, ai-je dit. J'ai retiré ma fille d'un endroit où des gens complotaient pour détruire ma vie. Ma mère a cligné des yeux. Pardon? Je n'ai pas bronché. Elle vous a entendu. Dans la cuisine. Pendant que vous élaboriez votre petit plan de sabotage de garde. C'est ridicule, a-t-elle répondu rapidement. Elle a du mal comprendre. A-t-elle mal compris la partie où vous alliez cacher de la drogue sur moi? Sa bouche s'est ouverte. C'est refermé. Une rougeur a envahi son cou. Nous parlions d'hypothèses, a-t-elle marmonné. Tu es stressé. Tu as quitté ton travail. Le combat pour la garde n'avance pas. J'ai essayé, ai-je coupé. J'ai essayé, pendant que vous étiez occupé à planifier mon effondrement, parce que vos week-ends au spa se sont taris. Ce n'est pas juste, a dit mon père. Nous t'avons aidé. J'ai ri. Vraiment ri. Vous m'avez hébergé. Après que j'ai payé vos factures pendant des années. Après vous avoir offert une semaine en Crète, et acheté votre fichue machine à expresso. Les yeux de ma mère se sont plissés. C'est une question d'argent maintenant. C'est une question de loyauté, ai-je dit. Que vous avez vendu, pour une meilleure chance de partir en vacances. Nous voulions juste ce qui est le mieux pour elle, a dit mon père. Vous vous disputez tout le temps. Il a toujours été si bon avec elle. Il a jeté une bouteille contre le mur, alors qu'elle était dans la pièce, ai-je cinglé. Il n'était pas un père. Il était une menace. Et vous le saviez. Ma mère a croisé les bras. Tu es émotive. Tu prends des proportions démesurées, j'en ai fini, ai-je dit. J'en ai fini de vous laisser déformer les choses. Vous avez essayé de saboter mon dossier de garde. Vous avez essayé de m'effacer en tant que mère, pour pouvoir retrouver votre confort. Voilà, c'était dit. Silence. J'ai regardé l'un, puis l'autre. Vous voulez du confort? Vous l'aurez. À partir de maintenant, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Pas un centime. Pas une visite. Pas une once de plus de ma personne. Ne sois pas dramatique, a dit mon père. Je me suis retourné. Vous n'avez pas encore vu le drame. Et je suis parti. Ce soir-là, Chris m'a trouvé dans sa cuisine, les bras enroulés autour d'une tasse de thé, que je n'avais pas touchée. Ça va? A-t-il demandé doucement. Non, ai-je répondu. Mais au moins, je sais où j'en suis. Ma fille est sortie en pyjama, tenant la serviette avec le mauvais gribouillage de chat à la main. Elle n'a rien dit, s'est juste assise à côté de moi, et a posé sa tête sur mon bras. Je n'ai pas pleuré. Non pas parce que je n'étais pas dévasté, mais parce que j'étais trop épuisé pour le faire. J'avais perdu mes parents. Ou peut-être, avais-je simplement enfin admis, qu'ils n'avaient jamais vraiment été les miens. Ce que je n'avais pas perdu, était assis à côté de moi. Et je brûlerais le monde entier, avant de laisser quiconque me la prendre à nouveau. On pourrait penser qu'après tout ce qui s'était déjà passé, j'aurais appris à me détendre quand les choses devenaient calmes. Mais non. Le silence, j'ai découvert, n'est que la trahison qui reprend son souffle. Cela faisait des semaines, que nous n'avions pas eu de nouvelles de mes parents. Pas de messages. Pas de menaces. Pas de cousins étranges, qui prenaient de nos nouvelles. Juste le calme. Nathan appelait ça la paix. J'appelais ça suspect. Freya allait mieux, lentement. Elle redormait. Mangeait à nouveau. Elle avait commencé à dessiner ces étranges petites bandes dessinées, de loups combattant des serpents, et je ne posais pas de questions, car elles se terminaient toutes avec le loup qui gagnait, et se blottissait dans sa tanière avec son petit. C'était suffisant pour moi. Je restais toujours chez Nathan. Je dis toujours, comme si j'avais un bail en attente, que je n'avais juste pas encore signé. Je n'avais rien d'aligné. Et Nathan, Dieu le bénisse, n'avait pas une seule fois laissé entendre, que nous étions là depuis trop longtemps. Il préparait des pancakes à Freya, et du café pour moi, et disait des choses comme « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin ». Et j'ai commencé à croire qu'il le pensait. Puis,
l'offre d'emploi est arrivée. C'était flexible, bien payé, et je n'aurais pas à vendre mon âme, ni à renoncer à mon enfant, juste pour pouvoir m'acheter du fromage à nouveau. Je n'ai pas pleuré quand je l'ai reçu, mais je me suis enfermé dans la salle de bain, et j'ai ri jusqu'à en tousser. Ce travail, c'était ma première parcelle de l'ancienne vie, la bonne partie, qui revenait à la surface. Alors, bien sûr, c'est à ce moment-là que j'ai vu les photos. Je ne fouinais même pas. J'ai ouvert Instagram pour voir si l'école de Freya avait posté des nouvelles sur l'exposition d'art, et ils étaient là. Mes parents. Sur une plage. Avec Vincent. Vincent. Le visage rougeaud, souriant comme quelqu'un qui connaîtrait le juge personnellement. Bianca était là aussi, l'air aussi suffisant qu'un chat mouillé, tenant une boisson à la noix de coco, comme si c'était une preuve recevable au tribunal. La légende disait, la famille d'abord. Si fier du genre de père qu'il est, pour notre petite fille. Je n'ai pas laissé tomber le téléphone. Je l'ai juste fixé, puis j'ai tourné l'écran vers Nathan et j'ai dit, eh bien, ça explique pourquoi ils ont été si silencieux. Ils faisaient bronzer leur trahison. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il m'a tendu un biscuit. C'est pour ça que je l'aime. 2 jours plus tard, les services de protection de l'enfance ont débarqué. Ils ont frappé à 9h du matin un jeudi. J'ai ouvert la porte à moitié habillé, Freya se brossait les dents, et Nathan était quelque part à l'arrière, essayant de réparer le robinet qui fuyait avec la plus petite clé du monde. Nous avons reçu un signalement, a dit la femme, un porte-bloc à la main, son collègue se tenant légèrement derrière elle, scrutant le couloir comme si nous pouvions cacher de la méthamphétamine dans une plante en pot. Je n'ai pas eu à demander qui avait signalé, que j'impliquais des hommes étranges dans les soins de ma fille. Ce qui, je suppose, était Nathan, qui était actuellement dans la cuisine en train de verser du jus dans une tasse en forme de corne de licorne. Ils ont vérifié les chambres, posé quelques questions à Freya, inspecté le frigo. N'ont rien trouvé. On dit que nous n'aurions de nouvelles, que si d'autres mesures étaient nécessaires. Je les ai remerciés avec la chaleur émotionnelle d'un sac à sandwich. Puis je suis allé dans la salle de bain, et j'ai vomi. Le lendemain, j'étais assise en face de mon avocat, pendant qu'il picorait une salade et disait des choses comme « C'est sérieux, Daria ?» Sans blague, ai-je marmonné. Il a expliqué que si mes parents témoignaient pour Vincent dans l'affaire de la garde, qui était maintenant dans quelques jours, cela ferait mal. Très mal. Ce sont des membres proches de la famille, a-t-il dit. Ils vous connaissent bien. S'ils dressent un tableau d'instabilité, cela aura du poids. J'ai regardé mon avocat, qui avait un jour porté une cravate avec des flamants roses à une médiation, et j'ai demandé, « Pensez-vous que je vais la perdre ?» Il a soupiré et a dit, « Pas si elle parle. » Ce soir-là, Freya m'a demandé si elle devrait parler au tribunal. J'ai dit oui, si elle voulait rester avec moi. Elle n'a même pas scié. Elle a juste dit, bien, et est retournée dessiner sa bande dessinée de loups. Celle-ci avait des serpents portant des perruques de grand-mère. La salle d'audience sentait le désodorisant et les mensonges. Vincent est entré dans un costume si rigide, qu'on aurait dit que c'était le costume qui le portait. Mes parents sont entrés après lui, se sont assis derrière sa chaise, comme s'il lui appartenait maintenant. Bianca n'a même pas regardé dans ma direction. Freya était assise à côté de moi, balançant nerveusement ses jambes. Nathan m'a fait un demi-sourire et s'est assis au fond, une ombre stable. Le premier jour a été brutal. Mes parents ont témoigné, et ont dit que j'étais lunatique, et pas émotionnellement stable. Ma mère a dit que j'avais toujours été trop sensible. Mon père a hoché la tête, comme s'il était interviewé pour un documentaire intitulé « Comment détruire votre fille au tribunal ». Bianca leur a fait écho. Vincent était un père merveilleux, a-t-elle dit. Il restait à la maison. Il s'occupait de Freya. Il était toujours patient. Je voulais me lever et crier, alors pourquoi diable l'ai-je quitté? Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise là, les ongles s'enfonçant dans ma paume, pendant qu'il décrivait une version de moi que je ne reconnaissais pas. Et puis, finalement, ce fut le tour de Freya. Elle est montée à la barre comme si c'était un exposé scolaire, à regarder le juge, pas son père. Je veux vivre avec ma maman, a-t-elle dit. Elle m'écoute. Elle me fait me sentir en sécurité. Elle ne m'a jamais crié dessus. On l'a interrogée sur Vincent. Elle a hésité,
puis a dit, il se met en colère. Il jette des choses. Il a jeté une bouteille une fois. Ça m'a fait peur. Silence. Et puis elle a dit, je ne veux pas vivre avec lui. Je ne me sens pas en sécurité. On lui a demandé si quelqu'un d'autre l'avait déjà mise mal à l'aise. Ma grand-mère et ma tante ont dit qu'elles voulaient que j'aille vivre avec lui, qu'elles allaient faire en sorte que maman me perde. Elles ont dit qu'elles mettraient des trucs dans son sac, pour lui attirer des ennuis. Silence de mort. Je ne pleurais pas. Je ne pouvais pas pleurer. J'avais l'impression d'avoir été jeté dans le vide. Et cela aurait dû suffire. Mais l'univers n'en avait pas fini. Pendant la pause, Vincent s'est approché de ma mère. Ils se disputaient. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais j'ai vu le mouvement. Sa main attrapant son poignet, fort, brusquement. Elle l'a retiré d'un coup sec. Mon père est intervenu. Vincent est parti en trombe. Et ce fut la dernière fois qu'ils se sont tenus près de lui. Ils ne sont pas revenus au tribunal. Mon avocat m'a dit plus tard qu'ils avaient retiré leur témoignage et que nous en avions assez. Nous sommes retournés au tribunal. Mon avocat a mis le feu. Il a exposé la piste de l'argent, la voiture, les vacances, les actifs cachés que Vincent n'avait pas déclarés lors de notre divorce. Tout était là. Reçu, transaction. Il avait acheté leur loyauté. Et puis, quand l'argent a cessé d'arriver, ils ont fait de même. Le juge a statué en ma faveur. J'ai obtenu la garde exclusive. Pas de droit de visite. Pas de contact. Vincent a quitté la salle d'audience, le visage rouge et en sueur. Mes parents ne se sont pas présentés du tout. La semaine après le jugement, leurs photos de vacances ont disparu des réseaux sociaux. La voiture avait disparu. L'éclat s'était tari. Nathan m'a montré une capture d'écran d'une des publications de ma mère, avant qu'elle ne soit supprimée. Parfois, la famille est la plus dure des leçons. J'ai ri. Vraiment ri. Avance rapide d'1 an. Je me réveille encore parfois, m'attendant à moitié à une guerre, mais ensuite je regarde, et je vois Nathan ronfler dans un oreiller, et Freya blottie de l'autre côté avec sa peluche de loup, et je me souviens, que nous allons bien maintenant. Nathan et moi avons fini ensemble. Ce qui me surprend encore. Pendant très longtemps, je ne le voyais pas de cette façon. Je le connaissais depuis que nous étions enfants, à l'époque où il mangeait des crayons de cire, et jurait qu'il serait un prêtre-pompier scientifique quand il serait grand. Je pense que je l'avais classé dans la catégorie ami permanent, et que je l'avais juste laissé là. Il s'avère qu'il m'appréciait depuis des années. Il m'a raconté un soir, autour de toasts brûlés et d'un vin quelconque, qu'il n'avait jamais rien dit, parce qu'il ne voulait pas gâcher ce que nous avions. Mais ensuite, quelque chose a changé. Peut-être la façon dont il a tenu la main de Freya au tribunal, ou le fait qu'il n'a jamais essayé de me réparer, mais s'est juste tenu à mes côtés, pendant que je me décomposais et me reconstruisais. Peut-être que c'était juste le bon moment. Peut-être que c'était tout ça à la fois. Tout ce que je sais, c'est qu'un soir, il m'a embrassé, et que je l'ai embrassé en retour, et que soudainement, le monde entier a eu un peu plus de sens. Il est bon pour moi, meilleur que ce que je pensais possible. Freya l'adore. Il construit des châteaux en carton avec elle, écoute ses théories sur les loups comme si c'était l'évangile, et la laisse gagner à Mario Kart, exactement la moitié du temps. Elle lui a dit l'autre jour, « Je suis contente que tu fasses partie de notre meute. » Il a pleuré dans le couloir. Il le nie, mais je l'ai vu. Il y a eu une tentative de réconciliation de la part de mes parents. Ils ont débarqué à la porte un samedi matin, avec des pancakes. Littéralement des pancakes, comme si l'odeur de la trahison s'accompagnait de sirop. Ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas à quel point Vincent était vraiment, et que peut-être, nous pourrions passer à autre chose. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Nathan s'est avancé dans le couloir, les a regardés droit dans les yeux, et a dit, « Vous devez partir. Maintenant. » Freya a jeté un coup d'œil et a hoché la tête, comme pour le soutenir. Ils sont partis. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis. J'ai entendu dire, par des rumeurs, que les choses n'ont pas été faciles pour eux. Financièrement, ils ont des difficultés. Certaines personnes, de la famille élargie, de vieux amis, ont coupé les ponts après avoir appris ce qu'ils avaient essayé de faire. Apparemment,
Essayer de piéger sa fille pour récupérer une babysitter gratuite et un fonds de vacances, ne passe pas bien au club de bridge. Moi? Je vais bien. En fait, mieux que bien. J'ai un travail stable que j'aime, une fille qui rit dans son sommeil, et un partenaire qui me fait me sentir en sécurité, d'une manière dont je ne savais pas que j'avais besoin. Ce n'est pas Tapa accent grave l'œil. Ce n'est pas parfait. Mais c'est à moi. Et je me battrai comme une diablesse pour le garder. Suis-je allé trop loin, ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, abonnez-vous.